Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'avoir mon premier invité ostéo, un confrère lyonnais avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur son podcast en mai dernier. Baptiste est sûrement l'ostéo le plus scientifique des réseaux sociaux. Baptiste, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? Hello, merci. Ça va très bien. Ça me fait rire un petit peu ce que tu dis. Je sais pas si je suis l'ostéo le plus scientifique de qui que ce soit, mais c'est gentil. Merci. Je ne prétends pas tout ça, mais c'était cool, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Et c'est avec un grand plaisir que je te renvoie la balle suite à notre échange en mai. C'était un C'est vrai. agréable moment qu'on a passé J'avais ensemble. eu Et plein de puis, bons retours suite au podcast qu'on avait fait. C'est vrai que quand j'en reparlais avec des amis ostéo, kinés ou même préparateurs, ou enfin dans le monde du sport de manière générale, ça a eu de bons retours. C'est cool. bon, bah, C'est cool. génial. Si vous voulez écouter tout ça, c'est Parlons Santé Oui, monsieur. sur toutes les plateformes de podcast. Il y a déjà 4 podcasts, il me semble, dont un avec C'est Nassim ça. Saïli. C'est ça, c'est ça. Je me suis pas énormément concentré dessus. Je me donne peut-être 2023-2024 pour plus m'y consacrer. Ça prend du temps, c'est chronophage. Plus qu'on imagine. Je pense que je t'apprends pas grand-chose. Peut-être que il y aura un petit peu plus de contenu dans les mois ou les années à venir, mais là, j'ai pas trop le temps. Ouais, tu fais bien de le dire. Effectivement, c'est chronophage, c'est gratuit. Tant mieux pour les auditeurs et c'est aussi pour ça qu'on le fait, hein, voilà, on partage ce qu'on sait, on veut apporter notre pierre à l'édifice et nos connaissances. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on le fait. Baptiste, C'est peux-tu te ça. présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Baptiste Galliègue, je suis ostéopathe, diplômé en 2020 d'une école à Lyon. J'ai 27 ans. Je suis originaire de Normandie et j'ai fait du coup tout mon cursus sur la région lyonnaise. J'ai fait aller 6 mois, un an de remplacement auprès de collègues ostéos avant de pouvoir m'installer petit à petit en centre-ville de Lyon avec plusieurs autres ostéos sur lesquels on a fait une collaboration, un groupe en centre-ville qui Mhm. s'appelle du coup Lyon Ostéo. Moi, à côté de ça, du coup, je suis aussi au Medipôle de Lyon, c'est-à-dire que je suis dans un centre de la douleur avec en pluridisciplinaire avec des médecins, des kinés, des neuros, des psys, toute la belle équipe. Je collabore aussi un petit peu avec le club de la Croix-Rousse, donc un quartier de Lyon en basket. Les réseaux sociaux aussi, parce que ça prend aussi un petit peu de temps. J'ai Complètement. fait un petit peu de formation aussi en entreprise qui s'appelle Geste et Posture. Je trouve que le terme n'est pas forcément approprié, mais voilà, c'est l'éducation, j'aimerais plus dire éducation thérapeutique dans le monde de l'entreprise. Je Mhm. préférerais qualifier ça comme ça. Donc voilà, et puis rédacteur pour deux, trois petits trucs aussi de temps en temps. Ça fait plein de petites casquettes, mais c'est sympa. Et je rebondis sur ce que tu disais un peu en off. C'est bien aussi d'avoir différentes activités, tourner un petit peu sur différents trucs, avoir plein de possibilités de professionnelles. Ouais, exactement. Je pense que Voilà. après, c'est propre à chacun, mais si Voilà, c'est des choses chacun son truc. qui nous intéressent, ben, il faut le faire, faut pas hésiter. Et ouais, bien évidemment, on parlera de ton activité, notamment au club de basket. Finalement, pour quelle raison tu es devenu ostéo? Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par le monde de la santé. Depuis tout petit, moi, j'avais comme une admiration quand j'allais chez le médecin. J'étais là en mode, waouh, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. Moi, j'ai toujours été admiratif, reconnaissant un petit peu de cette prestance du médecin, ouais, de la position qu'il peut avoir vis-à-vis de nous, ce qu'il peut nous apporter, et une énorme reconnaissance. Donc après, j'étais ouvert un peu à tous les métiers de la santé. J'avais envisagé kiné, j'avais envisagé podo. Ostéo, c'est venu aussi un petit peu à la suite de tout ça. Ou alors, dans le monde du sport, je pensais un peu à prof de sport, prof de PS aussi pendant un moment. Ça a été, donc voilà, ça gravitait un petit peu autour du sport, autour de la santé durant tout mon cursus scolaire. Et en fait, juste après le bac, j'avais fait une prépa scientifique générale. C'était pour intégrer tout ce qui était concours kiné, concours ergo, concours médical au sens large. Bah, j'ai enchaîné directement avec ostéo, donc 5 années d'ostéopathie, qui au fur et à mesure des années m'ont en fait de plus en plus plu parce que j'ai commencé l'ostéopathie en me disant oui, c'est bien, j'aime bien ce métier, c'est cool, on va apprendre. Mais en toute transparence, j'étais pas forcément le plus motivé. Peut-être que j'en attendais un petit peu plus. Et qu'au fil des années, en me posant plus de questions, en échangeant, en remettant aussi en question beaucoup de choses, l'intérêt, il est vraiment venu petit à petit crescendo. Et même là, encore une fois, diplômé, j'ai envie de dire, plus ça va, plus j'aime ce que je fais, plus j'en découvre sur mon activité, plus j'apprends. Et c'est un cercle vertueux, on va dire. Vertueux. Ouais, génial. Il y a ce versant santé où bah, tu voulais travailler dans la santé, mais finalement, bah, tu savais pas forcément où. Mais Je aujourd'hui, voulais tu travailler pour travailles. l'humain de manière générale, on Ouais, va ouais, dire. je Ça, comprends. ça regroupait le sport, ça regroupait la santé. Ouais. C'est vaste.
Ouais, mais je comprends complètement. Et en plus de ça, bah, au final, aujourd'hui, tu es associé avec plein de métiers. Tu collabores avec différents C'est professionnels ça. de santé. Et également, bah, ce versant sport est aujourd'hui associé avec le club de basket de la Croix-Rousse à Lyon, qui évolue en National 2, il me semble. Oui, monsieur. À quelle fréquence vois-tu les joueurs? Et finalement, quel est ton rôle dans ce staff? Un peu moins souvent en ce moment, parce qu'avant j'avais des interventions toutes les semaines. En toute transparence, pour des raisons économiques du club, j'ai Hmm. moins d'interventions, donc du coup, c'est plus des joueurs qui viennent au cabinet. C'est plus ponctuel, je reste à la disposition des préparateurs physiques, des coachs, et tout ça, donc c'est plus, voilà, de l'organisation, au jour le jour, avant de Ouais, non, reprendre mais peut-être un petit peu plus en présentiel, en fonction de comment évolue le club, Et finalement, quand aujourd'hui. tu travailles avec eux et que tu interviens au club, quel est ton rôle? Ostéopathe, mais on avait voulu commencer à mettre en place, avant que les petits soucis économiques rentrent un petit peu, dans la question, que puisse aussi, aider aussi les préparateurs physiques, un peu avant la séance d'ostéo, un peu après la séance, et que ce soit pas juste une séance, sur une table. C'est que je vois le joueur à la limite, 15 minutes avant avec les préparateurs, qu'on bosse un petit peu tous ensemble à la limite, je sais pas, en actif et plein de choses, et qu'après la séance, je continue à le suivre encore 10, 15 minutes après, pour continuer à, voilà, à remettre un petit peu en application tout ça. Donc c'était, on va dire, un peu plus s'ouvrir, ça, qu'une séance traditionnelle qu'on pourrait imaginer dans la kiné ou dans l'ostéo. Là, c'était vraiment avant, pendant, après, sur le terrain, sur l'entraînement, ouvrir un petit peu plus Ouais, les ouais. possibilités. On voit finalement que tu n'es pas un professionnel de santé qui reste dans son coin et qui pense que sa seule personne et ses seules C'est ça, connaissances, sa seule activité suffira aux sportifs. c'est Mais ça. finalement, j'aimerais qu'on parle quand même des bénéfices que pourrait avoir un sportif de consulter un ostéo. Je reste très simple dans l'explication qu'on peut avoir de l'ostéopathie par rapport à ça. Pas des miracles, on va simplement essayer de diminuer, moduler tout ce qui peut être un petit peu trouble musculo-squelettique, gêne, douleur et petite tension. Je prétends pas améliorer la récupération, avoir des effets miraculeux comme on peut y voir sur les réseaux, sur la télé ou quoi que ce soit. Je me positionne un peu comme l'un des derniers intervenants. Une fois que tu as vu le médecin, une fois que tu as vu le kiné, une fois que tu as vu ci, une fois que tu as vu ça, si persiste un petit peu des tensions, des douleurs ou quoi que ce soit, peut-être que l'ostéo, il est intéressant. Ça, c'est ma personnalité. Je préfère me positionner Ouais, un bien petit peu sûr. en retrait et me dire, voilà, fais déjà tout ce que tu peux faire. Travaille, vois ton entraînement, vois avec les coachs, vois avec les préparateurs, tout ça. Ok, s'il persiste une petite tension, une petite gêne, une petite douleur, un inconfort ou quoi que ce soit, je suis là. Je vais Mm. plus me positionner de cette façon plutôt que dire, tu verras à l'ostéo pour optimiser ta récupération, tu verras à l'ostéo pour améliorer tel ou tel paramètre. Pas du tout. Je suis assez frileux sur ces explications. Donc, je préfère moins dire, moins faire et faire juste ce que je pense être capable de faire, mais vraiment en retrait, on va dire. Ouais, ton humilité est tout en ton honneur. Mais tu vois, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis kiné du sport et préparateur physique. Pour étayer un peu le débat, je pense finalement qu'un ostéo a plus sa place justement assez précocement dans la prise en charge d'un sportif. Je pense notamment à des problématiques de blessures où une collaboration rapide entre un ostéo, un kiné et bien évidemment le médecin en premier abord aura véritablement un effet très positif sur la rééducation. Bien sûr, là, je te rejoins à 100. Mais si on devait, entre guillemets, hiérarchiser ou de rendre une chronologie dans la prise en charge, si on Ouais. prend le terme de l'entorse, ce sera médecin, kiné, puis ostéo. Tu vois? C'est pour ça que entre guillemets, dans le maillon, je me positionne encore une fois en dernier, même si la prise en charge peut se faire à J0, J1, J2, quoi, Ouais, ouais, entièrement. mais c'est Mais exactement, je c'est me important. positionne après, Je pense que tu fais bien de le dire que déjà la prise en charge doit être faite le plus précocement possible, donc si possible à J0 pour si les possible. sportifs qui ont la possibilité, mais pourquoi pas à J1? Et effectivement, je fais vraiment le parallèle avec mes confrères kinés et ostéo. Justement, je pense que de collaborer très rapidement entre deux professionnels, en fait, c'est win-win déjà pour les deux thérapeutes, mais surtout pour le patient. Les rééducations que j'ai pu faire avec et sans ostéo, souvent, en fait, c'était vraiment beaucoup plus évident, beaucoup plus simple, on va dire, de prendre en charge un sportif après une séance d'ostéo parce que, voilà, il y a des choses, je pense notamment d'un point de vue peut-être plus tissulaire, etc., où l'ostéo avait pu m'aider davantage dans ma prise en charge. Pour dire un petit peu ce que tu dis, peut-être que c'est, on va dire, peut-être juste rajouter un petit tremplin dans certaines prises en charge. Ouais.
Voilà, c'est juste, une petite aide à certains moments qui peut potentialiser, augmenter les effets de ta prise en charge ou des autres prises en charge d'autres Ouais, professionnels, exactement, simplement. exactement. Ouais, mais c'est en fait, c'est aussi l'intérêt pour lequel je voulais t'avoir sur le podcast et notamment ta profession d'ostéo parce que je pense véritablement que chaque professionnel de la santé peut en fait rayonner sur les autres et là, plus particulièrement, je pense à la collaboration ostéo et kiné du sport. On parle souvent de l'effet placebo du patient, c'est-à-dire quand les attentes de celui-ci peuvent affecter positivement les résultats d'un traitement, mais beaucoup moins de l'influence des attentes des thérapeutes. Peux-tu nous en parler? Si un thérapeute est persuadé des résultats de ce qu'il peut faire, et il aura forcément un effet différent que quelqu'un qui n'est pas du tout persuadé de ce qui est de sa pratique et de son traitement, de sa prise en charge. C'est tous les effets contextuels, hein, je t'apprends pas ce que c'est. C'est quand même très important dans une prise en charge, dans un environnement de prise en charge. Si je pouvais en revenir un petit peu à moi, je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui me porte défaut, c'est que comme je suis très critique sur plein de choses. Je dis pas que je n'ai pas confiance, je dis juste que même moi, ma pratique en elle-même, je m'auto-critique entre guillemets tout le temps, je remets en question tout ce que je fais tout le temps. Donc je n'ai peut-être pas une confiance à 100% dans ce que je peux faire. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais ou autre, je n'ai pas confiance en ce que je fais pour pouvoir avoir plus confiance plus tard, ou pour pouvoir faire évoluer, ou pour pouvoir peut-être remettre en question davantage, pour pouvoir rendre ça plus constructif. Et du coup, si on en revient à ce qu'on disait, c'est que si du coup j'ai peut-être un petit peu moins confiance dans ma pratique, ça peut avoir un effet thérapeutique sur l'environnement du traitement de mon patient. Parce que Hmm. j'y croirais moins qu'un patient, un thérapeute qui est à 100% galvanisé dans sa pratique et qui dira oui, ça marche à 100%. Comme j'utilise la nuance pour tout et n'importe quoi, voilà, la confiance, c'est quelque chose aussi de personnel par rapport à ça, donc peut-être que ça me porte un petit peu défaut. L'influence de la croyance du thérapeute peut jouer aussi négativement sur la prise en charge, à des degrés qui sont propres à chacun, bien évidemment. Les croyances d'un thérapeute peuvent véritablement avoir un impact positif ou négatif. Les croyances et ses connaissances qui évoluent aussi au fur et à mesure. C'est pas forcément évident pour un thérapeute qui se forme de manière continue, qui voit ce qu'il a pu apprendre, notamment sur ses formations initiales, qui aujourd'hui, au fur et à mesure de ses formations, sont remises en cause. Pour C'est autant, ça? je pense que donc ça c'est intéressant parce que ça montre l'esprit critique que doit et peut avoir un professionnel du sport et de la santé. C'est vrai que trouver le juste milieu sur ça, C'est pas le plus facile, on va dire, le juste milieu, ouais, et puis c'est différent suivant ton humeur, c'est différent suivant ce que tu as fait aussi un petit peu le jour d'avant, c'est différent suivant, je sais pas, le mois de l'année parce que tu pas dans le même mood, c'est différent suivant les autres patients que tu as vus avant. mais tu vois, bah, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je pense que tout professionnel de la santé, tout professionnel qui a un rapport avec l'humain, devrait consulter un psychologue, un préparateur mental. Entièrement. D'un point de vue personnel et professionnel. Personnel, parce qu'il y a toujours le perso qui influe sur ta façon de travailler. Exactement. Voilà. Moi, sans rentrer dans les détails, là, on en parlait tout à l'heure, je fais des travaux chez moi, ça fait un moment que c'est un petit peu fatigant. Je le sais que ça influe sur ma pratique. Je sais que je suis Exact. pas à 100%. Et aussi, du coup, d'un point de vue professionnel, consulter par rapport à ça. Parce que dans une démarche professionnelle, il y a des questionnements, il y a des attentes, il y a une évolution, il y a des démarches qui sont différentes. Ouais, Moi, bah moi, personnellement, j'ai ouais. déjà consulté de façon personnelle, mais pas dans un optique professionnelle. Et là, tu me mets une puce à l'oreille, je me dis pourquoi pas? Après mes travaux, quand j'aurai un peu plus de temps, j'y Ouais, penserai. bah moi, clairement, en toute humilité, je l'ai fait un peu pour les deux. J'ai Mmh. fait une consultation, ça a duré à peu près un an, mais avec, tu vois, un suivi mensuel. Mmh. C'était pas très fréquent, mais ça me permettait un peu de faire des checkpoints sur l'année et surtout sur ce qui a été passé, voilà, 27 ans avant, parce que ça Mmh. influe énormément sur la personne que tu es et le professionnel que tu es. Franchement, ça a été vraiment intéressant pour moi parce que c'était une période où j'en avais vraiment besoin, que ce soit d'un OK, point de vue professionnel et également d'un point de vue personnel. Parce qu'au final, hein, un verre remplit l'autre. Hein, finalement, c'est difficile de dissocier c'est ça. complètement. Mais effectivement, si tu n'es pas bien dans ta tête ou voilà, que tu as des stress, Après tout le monde est etc., différent, tout le monde est différent, tout le monde réagit aussi bien de sûr. façon différente. On a tous une relation au stress et à la fatigue qui est différente, et il y a des gens, qui Ouais. peut-être n'ont bien moins besoin que d'autres. Mais bon, en tout cas, par rapport Complètement. à ce que tu dis, voilà,
permet quand même d'ouvrir une porte des questionnements que pourraient avoir nos confrères pour se Ouais. poser la question, est-ce que eux l'ont déjà fait? Pour quelles raisons ils l'ont déjà fait? Et pourquoi ils ne le feraient pas? Je vous laisse cette question en suspens Non, mais et y réfléchir. c'est bien de souligner ça, que tu peux consulter d'un point de vue perso et aussi d'un point de vue pro. C'est d'autant plus productif. Tu avais publié une phrase disant justement, il y a sûrement des bons et des mauvais thérapeutes, mais aussi des professionnels qui conviennent plus ou moins aux patients. J'ai trouvé Ouais. ça vraiment particulièrement intéressant et je trouve que ça fait le lien avec ce qu'on disait auparavant. Et j'aimerais que tu nous détailles ça davantage. J'ai repris cette phrase, bon et mauvais thérapeute, parce que, on m'a toujours dit dans mes études et même aujourd'hui encore sur les réseaux, qu'il y a certains professionnels qui qualifient d'autres professionnels de mauvais thérapeutes et la question c'est pourquoi? Quels sont les arguments, quels sont les facteurs qui font que, ce thérapeute il est mauvais? C'est quoi? Il a pas de résultats, il a pas de patients, il y a une mauvaise gestion de son cabinet, de son emploi du temps, Mm. ou peut-être tout Tout en même réuni. temps. C'est très binaire, c'est très blanc ou noir, quoi. C'est soit bon, soit tu mauvais. C'est un petit peu trop facile à dire et que encore une fois, pour, faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde est différent, tout le monde a une sensibilité différente, tout le monde a une histoire différente, tout le monde a des effets contextuels différents. Donc si on pouvait se permettre de nuancer un petit peu plus tout ça, je dirais qu'il y a des thérapeutes qui conviennent ou pas à certains patients. Après, on peut rajouter le degré d'efficacité. Oui, tu as peut-être un petit peu plus d'efficacité, tu as peut-être une meilleure organisation, tu as peut-être ci, tu as peut-être ça, peut-être. Même moi qui suis le premier à critiquer d'un point de vue constructif des thérapeutes de manière générale sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu ce que je fais, je me permets des fois d'ouvrir un petit peu ma gueule, si on peut dire ça, ou dire ouvertement un petit peu ce que je pense. Mais c'est pas Mhm. pour critiquer une personne de façon très ciblée, ou alors quand c'est flagrant, mais ça on est tous au courant. C'est plus pour critiquer des idées générales, critiquer des trucs qu'on sait, c'est plus d'actualité, aujourd'hui en 2022-2023, c'est plus possible de sortir des conneries en tant que professionnel travaillant dans la santé. Donc c'est plus ça, moi, que je me permets de critiquer. Et encore critiquer en toute humilité, en disant, écoutez, même moi, le premier, ça se trouve, écoutez pas tout ce que je dis, hein, ça se trouve, je raconte des bêtises, ça se trouve, je raconte des conneries, hein. Du coup, j'en rigole. Ouais, Je dis pas, moi je sais, toi tu sais pas, du coup je me permets de te critiquer. C'est aujourd'hui, on a ça, ça, ça et ça comme information. Moi, je m'en sers un petit peu de façon personnelle, mais par contre, peut-être que là, ce qu'on a vu tout de suite, c'est loin de tous ces paramètres, de toutes ces informations. Donc, pourquoi pas une petite piste d'amélioration. Tout, c'est des fois tourner sous l'humour parce que sur les réseaux sociaux, ça passe aussi bien sûr. un petit peu. L'autodérision peut aussi beaucoup aider et je sais que l'autodérision dérange beaucoup de personnes. Mais moi, je suis le premier aussi à accepter la critique constructive et la critique, si elle est drôle, je l'accepte encore mieux à la limite. Il faut aussi que ça nous soit positif. On fait tous des erreurs, on raconte tous des bêtises ou autres. C'est pour être productif, c'est pour aller de l'avant, c'est pour pouvoir être meilleur demain. Donc tout ça pour dire que oui, il y a des thérapeutes qui sont différents, qui ont des sensibilités différentes et qui ne correspondront pas, ou peu, ou trop, à certains types de patients. C'est pour ça, pour moi, c'est assez, peut-être hautain ou autre de dire: «Ce thérapeute est mauvais». Moi, Ouais, j'ai non, été ouais. confronté à des thérapeutes auxquels je n'adhère pas du tout à leur pratique. Je ne comprends pas leur pratique. Je dis que ça peut être contre-productif sur certains aspects. Ouais. Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient mauvais. Ça peut paraître bizarre, mais ça peut être des thérapeutes qui ont des emplois du temps blindés, qui sont connus, reconnus par leurs patients, qui sont peut-être admirés par leurs patients. C'est très bien. Mais là, du coup, on cherche la petite bête, forcément. C'est juste, on va dire, écoute, là, sur ces aspects-là, c'est Mm. compliqué. Mais tu restes un bon thérapeute aux yeux de tes patients et c'est l'essentiel. Mais en tant que professionnel, si on peut se permettre de parler, si on peut se permettre de discuter, Ouais, ouais. c'est, Mais voilà, ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est que la critique, elle n'est pas personnelle. c'est Tu ça, critiques une idée et tu critiques pas c'est une ça. personne. Et si après la personne, elle le prend justement personnellement, c'est son problème. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai été confronté plusieurs fois à des personnes qui prenaient des critiques de façon personnelle et où derrière, j'ai presque reçu des menaces ou autres et il y a rien de personnel là-dedans et encore si ces personnes-là écoutent, aujourd'hui le podcast, j'aimerais leur dire: bah, on va boire un verre, on discute». Moi, je suis le premier à vouloir discuter. Il y a rien de personnel et moi, le premier qui me dira: «Écoute, Baptiste, là, ce que tu as dit, c'est éclaté», quoi que ce soit, bah, ouais, Ouais, si ouais. tu veux, Mais ça si ouvre le tu débat, veux. en fait. Bien sûr et moi, ce que j'ai appris il y a 1 an ou 6 mois, bah, moi, je me permets aussi de m'autocritiquer parce que ça se trouve, il y a des trucs que je disais il y a 6 mois qui sont compliqués et quand tu regardes moi sur les réseaux, je suis le premier à l'un des premiers posts que je mettais,
sur ma page. Il y en a certains que j'ai retirés, que j'ai réactualisés en notifiant bien: «Bah, regardez, ça, c'est un sujet que je réaborde», parce qu'il y avait certains trucs, qui aujourd'hui, bah, c'est pas ça. Ouais, Donc c'est bah, pour ça, on refait un post là-dessus, on remet un petit peu à l'ordre du jour, on reclarifie certaines choses. Il y a des notions qui sont encore acceptées dedans, mais voilà, peut-être qu'il y a certains paramètres qui sont à revoir. ouais. Mais pour moi, tu vois, c'est clairement une marque d'évolution. C'est-à-dire que si ta pratique, elle est inchangeante pendant des mois, des années, il faut que tu te poses des questions. Mmh. Et c'est ça, c'est en quoi je trouve ton témoignage intéressant parce que pour moi, c'est pas forcément compris. Il y en a qui croient que ça suffit d'avoir une formation initiale ou en tout cas de plus trop se former après. Après, effectivement, je comprends que parfois les problématiques personnelles, que ce soit, voilà, je sais pas, si tu as des enfants, etc., ça peut prendre du temps et c'est pas forcément évident. Évidemment, Pour autant, il évidemment. faut quand même se poser des questions. Et je pense que pour les athlètes, ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est justement de développer son esprit critique. Tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai republié une vidéo d'un confrère prépa physique, coach, qui a débunké un reportage sur le 20h de TF1 qui, Ouais. voilà, Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. ouais, fait du drama autour de l'activité sportive, notamment chez les jeunes, avec oulala, potentiellement, ils vont J'ai avoir vu, ouais, ouais, ouais. une De diminution de quoi leur stigmatiser croissance. un petit peu tout ça, quoi. Exactement, ils stigmatisent la prise de protéines, etc. Alors que, comme il le dit très bien, bah oui, vous avez raison, il vaut mieux qu'il aille en McDo, il sera en meilleure santé. Et ça, j'ai trouvé ça grave, en fait, d'avoir ça sur un journal télévisé qui est suivi par des millions de personnes, Non, mais tout c'est-à-dire ça, par... c'est pas prêt d'évoluer, hein, Et c'est ouais, mais c'est grave, tu vois. malheureusement oui, c'est grave. Après ça, j'espère, en fait, finalement, il faudrait que tous les professionnels du sport et de la santé puissent, en fait, relayer sur les réseaux sociaux et que derrière, en fait, demain ou après-demain, ils fassent un communiqué, tu vois, en disant, bon, bah, effectivement, ce qu'on a dit là, on a vérifié nos sources et voilà, on va nuancer le propos. C'est pas toujours évident. Je pense notamment aux problématiques aussi. Je crois que c'est France 2 qui avait fait un reportage sur les maux de dos il y a quelques années Ah en oui, mais ça, ils arrière. en ont sorti plusieurs, donc il y Ouais, a des trucs bien dedans, mais il y a des trucs, par contre, mais c'est attention, ça, hein, c'est c'est problématique. et On va. malheureusement, du coup, ça a un écho sur notre pratique aussi au quotidien. Parce que moi, j'ai envie de te dire, au cabinet, limite, je passe plus de temps à faire des speeches aux patients en leur disant: «C'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément la réalité. Soyez critiques, soyez sur ci, soyez sur ça», que plutôt de la thérapie manuelle en elle-même. Ouais. Il y a des jours, si je caricature un peu ma pratique, il y a des jours, genre, je dois faire, 4-5 techniques, pas plus. Tout est pour tout, ça prend, 5 minutes. Mais tout le reste, c'est que la réexplication, prendre du temps, faire comprendre, machin ou autre. Et c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus épuisant intérieurement, hein. Je dis pas que ça me fatigue d'expliquer ça aux patients. Je dis juste que c'est une disquette que tu mets, tu fais tout le temps, tu fais tout le temps. Et c'est fatigant intérieurement de se dire: «Zut, les gens croient encore à ça, les gens pensent encore de cette façon, les gens communiquent encore de cette façon», et c'est tellement contre-productif pour eux. Justement, j'aimerais qu'on parle des mythes et des croyances. J'aimerais qu'on parle d'un des plus gros mythes de l'ostéopathie. Mon ostéo m'a replacé mon bassin, mon ostéo m'a débloqué mes vertèbres. Quelle est ton opinion? Ah ah! Alors c'est faux, c'est totalement faux. On va étayer un petit peu tout ça. Il y a rien qui se déplace, se replace ou autre. Et après, je suis pas le seul à le dire aussi sur les réseaux, hein, quand on voit Greg de Majeur Mouvement ou plein d'autres. Ce sont des fausses croyances, des trucs totalement infondés, une image très mécanique, très mécaniste du corps qu'on peut avoir. C'est pas parce qu'on a une sensation que quelque chose ne bouge peut-être pas très bien, n'est pas, très fonctionnel ou n'est pas, ou se sentir bloqué, que ça l'est. Ce sont des termes: bloqués, déplacés, manque de mobilité sur des paramètres, mécaniques qui ont été renseignés tant en kiné, en ostéo que dans les autres thérapies manuelles. C'est vraiment abusif. Ça te mène vers l'erreur, en fait. Ça te biaise un raisonnement puisqu'on s'intéresse du coup qu'à un schéma biomécanique plutôt qu'à un patient centré, quoi. Tu cherches à dire: «Tu vas, débloquer une articulation», plutôt que chercher à te dire: «Soulager un symptôme». C'est ça le grand problème aujourd'hui de la transition, ça, ce qui se fait petit à petit, hein, entre l'ostéopathie, enfin du coup, du moins les thérapies manuelles
ancienne, si on peut dire ça comme ça, et nouvelle génération. Moi, j'essaye de m'intégrer dans cette nouvelle génération, ces nouvelles connaissances, parce que se détacher de ce qu'on appelle le côté, l'aspect dysfonctionnel. Je sais pas toi en kiné comment on a pu t'apprendre ça aussi, mais on t'apprend à voir le patient comme un tas d'articulations, comme un tas de muscles, en disant alors, c'est ta C3 qui tire, sur, ton trapèze, qui lui-même tire sur, ton omoplate, qui lui-même tire, sur ton deltoïde, qui lui-même fait ci waouh, c'est tu pars dans des délires. Il y a des correspondances tirées par les cheveux, quoi, donc on explique qu'on peut du coup, soulager, des problèmes, dorsales avec des manipulations au niveau de la cheville. Rien qu'avec ces explications de fonctions mécaniques qui lui influent sur lui, etc., etc., c'est totalement infondé. Donc, ça vient dans cet aspect vraiment bloquer, débloquer. C'est les prémices de ce mode de pensée qui, du coup, comme je l'ai dit, nous mène à l'erreur. Je dis pas que ça mène à un mauvais traitement. Je dis que dans le raisonnement, c'est Mmh. biaisé. Puisque ça se trouve que dans le traitement, tu feras exactement la même chose que moi. On va prendre 2 exemples. Une personne vient avec, une lombalgie commune, douleur, lombaire basse, un peu sacro-iliaque, on va dire. Moi, je vais simplement me dire: «OK, localisation un peu sacro-iliaque, un peu latéralisée, qu'est-ce qu'il est capable de faire comme mouvement? Quelle est sa sensibilité? Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses attentes?» Et en fonction de ça, je vais adapter des mouvements adaptés à son environnement et à l'instant présent au cabinet. Et puis à côté de ça, un autre thérapeute qui va se dire: «Alors c'est L5 en rotation gauche à 45°, puis qui va influencer sur, le ligament machin qui va faire ça à 12,5 degrés, qui ensuite va tracter mon bassin de telle façon et qui, pop, 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 jusqu'au talus, jusque je ne sais où. Et du coup, son raisonnement à lui sera que si je réoriente, si je décoince, si je débloque ces structures, bah du coup, ça sera plus à 45°, ça sera du coup neutre, ça sera à 0°. Du coup, ma L5 en rotation, elle sera dérotée. Enfin, je sais pas comment dire ça. À la limite, tu peux voir ça dans un Disney si tu veux, mais non, au cabinet, c'est pas possible, quoi. Il y a pas de preuve là-dessus. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à conceptualiser ça, se prendre la tête pour des trucs énormes, alors qu'au final, comme je le disais, ça se trouve, on fera le même traitement. On fera mobilisation lombaire, mobilisation sacro-iliaque, mobilisation de certains muscles ou quoi que ce soit, qui visuellement, ça se trouve, on peut faire exactement la même chose, mais ce qui s'est passé là-dedans, c'est totalement autre chose. Le résultat sera peut-être le même, donc ça veut dire que le patient, il sera soulagé, il sera content, machin. Par contre, le gros bémol, c'est qu'après, le patient, quand il sera ressorti du cabinet, il y en aura un qui sera venu en tant que patient avec lombalgie et qui se dit: «Je n'ai plus ma lombalgie, je bouge mieux». Et je préfère rester très général en expliquant ça, en disant qu'on a soulagé certains paramètres. Le but, c'est que ce soit après un cercle vertueux qui continue à bouger et que ça ira en s'améliorant, plutôt qu'un patient qui ressorte du cabinet en disant: «Ah bah, du coup, c'était ma L5, donc ma L5, elle pose problème. Du coup, mon iliaque, il pose problème. Mon bassin, il est pas content». Et le nombre de patients qui viennent au cabinet en me disant: «Mais de toute façon, j'ai mon bassin qui est déplacé, il faut que vous me replaciez mon bassin». Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu crées un phénomène un petit peu d'ancrage symptomatologique sur une zone, sur des fonctions, sur des articulations, sur des muscles ou que sais-je. Et là, du coup, un cercle vicieux pour le patient. On connaît tous le mécanisme de la douleur aujourd'hui. Quand on sait qu'on va mettre une attention sur une zone, on aura plus de risques de développer de douleur. Quand on sait qu'il y a une zone qui nous stresse, qui nous tend ou autre, avec la mémoire de la douleur, avec tous les autres mécanismes physiologiques de la douleur, et ben, si tu pars du principe que ta L5, elle est pas droite, et ben, tu as plus de risques d'avoir de douleur sur cette L5, entre guillemets, ou sur cette zone lombaire. Tu as plus de risques d'avoir de la kinésiophobie, tu as plus de risques de créer des gestes alternatifs, tu as plus de risques de créer des gestes d'évitement, tu as plus de risques de rentrer dans des phénomènes d'angoisse, ouais, de peur du mouvement et du coup de la sédentarité, tout ça. Et comme on a dit, du coup, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je dis, ça se trouve dans la pratique, c'est exactement la même chose, paf, paf, mobilisation, t'es content. Mais ce qui en découle sur l'après-consultation, et même sur le long terme, sur le conscient et l'inconscient du patient, Mmh. c'est presque catastrophique. Ouais, Je pèse clairement. mes mots. Ouais, ouais, Je mais en pèse mes fait, mots. ça montre qu'en fait, tout ça, c'est des abus de langage. Et justement, bah, comme tu l'as dit très bien, tu pèses tes mots parce que justement, les mots que tu vas employer avec un patient, un sportif, vont avoir un impact Mais vraiment oui, important, que ce soit négatif ou que positif positif, bien dans la sûr, suite de sa carrière, de son c'est activité. ça. Ouais. Et ce qu'on disait un peu en amont, c'est que du coup, les effets contextuels, on y revient.
les effets contextuels ont plus d'effets que les effets thérapeutiques d'une technique. Mmh Ça, mh. on le sait. Donc que tu fasses un limbarol, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les manipulations lombaires, vous savez, quand on est un peu sur le côté. Que tu fasses un limbarol de telle ou telle position, de telle ou telle forme ou quoi que ce soit en disant c'est plus dans ce sens, plus dans ce sens, ça aura pas plus d'effet que d'expliquer juste à ton patient que là, on va juste vous aider à bouger un petit peu sur le côté. On se prend le chou, on se prend la tête à avoir des raisonnements mécaniques parce qu'on n'imagine pas, mais déjà, c'est déjà assez réfléchi, assez fatigant nerveusement de réfléchir à un plan de traitement, à élaborer plein de choses. Alors si en plus tu dois te rajouter une brique en disant alors ça, telle façon, de telle orientation, de machin, de bidule, tu vois 5, 10, 15, 12, 30 patients comme ça, je ne sais pas comment tu rentres chez toi, mais on te récupère à la petite cuillère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme pour le sport, en fait, pour certains aspects. Des fois, c'est viser plus simple, être plus logique, être je dis pas qu'il faut tout résumer de façon très simple, très basique, mais des fois, se retirer quelques contraintes, et ben des fois, ça nous aide beaucoup. Et que se dire que mon patient, si je schématise, il vient pour une lombalgie, un lumbago, et que je l'aide simplement à bouger dans tous les paramètres flexion, extension, rotation, side et quoi que ce soit, qu'on balaye un petit peu tous les champs du possible, et que waouh, il bouge un petit peu mieux, et C'est ben, gagné. c'est assez simple. Ouais. Enfin, on me comprend, hein, c'est Oui, 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 c'est bien assez sûr, simple d'un point de vue tu thérapeutique de notre simplifies point de la vue. chose. Ouais, bien évidemment. Voilà, Pour rebondir sur ce que tu disais au préalable, c'est qu'avant tout ça, tu te poses la question de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Bien évidemment, tu as cette notion-là de qu'est-ce qu'il est capable de ne pas faire, mais tu vas aussi orienter sur qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc ça, c'est une démarche déjà qui est beaucoup plus positive, je trouve, dans le traitement. bien Qui sûr, plus est, tu t'intéresses à ses attentes et donc à ses objectifs qui seront complètement différents d'un patient à un autre, et plus évidemment. particulièrement parce que c'est quand même des sportifs qui nous écoutent davantage sur ce podcast, même d'un sportif à un autre, les attentes, elles seront complètement différentes. Et ça, c'est quand Ouais, même important de le notifier. On en a parlé dans un podcast justement que ça revient avec justement les attentes du thérapeute. Parfois, un thérapeute va avoir des attentes qui sont différentes d'un patient. Et ça, en fait, ça va être compliqué. Malgré que le thérapeute soit un bon thérapeute, bien si sûr. il a des attentes, il n'arrive pas à coordonner ses attentes avec celles du patient, en fait, le traitement va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, justement, bah, sur la question précédente, quel est le bon thérapeute pour toi? Bah, finalement, c'est celui qui aussi te comprend par rapport à tes objectifs, par exemple. Voilà. Et pour finir le raisonnement, parce que du coup, ça répond pas à ce que c'est un bassin déplacé ou pas déplacé, c'est qu'en fait, anatomiquement, c'est pas trop possible. Enfin, si, c'est Ouais, possible de se déplacer quelque chose, mais les conséquences sont sont dramatiques. compliquées. Ouais. Moi, à chaque fois, quand je rentre systématiquement dans de l'éducation thérapeutique pour le patient, c'est-à-dire, je lui donne des exemples, je lui donne des aspects concrets, parce que tout le monde ne travaille pas dans la santé, et que moi, par exemple, si on me parle de mécanique sur la 205 qui est à côté, j'y crame rien. Donc, tu es obligé de donner des exemples. Les exemples, moi, que je donne souvent aux patients, c'est qu'une articulation qui bouge, généralement, on appelle ça une luxation, qui part de son endroit anatomique prédestiné. Et je leur dis des fois, est-ce que vous regardez le rugby ou des sports un petit peu de contact ou de la boxe ou quoi que ce soit? Est-ce que vous avez Mhm. déjà vu des luxations d'épaule? Ça, c'est une articulation déplacée. Un doigt, tu sais, un doigt luxé. Vous avez déjà vu ça? Ah ouais, 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 ouais. Voilà, ça, c'est une articulation déplacée. Ah d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut pour les patients, mais ça c'est prouvé, mais j'en suis aussi 100% d'accord avec ça, c'est qu'il faut faire naître un intérêt et une compréhension, un aspect éducatif pour le patient. Si tu lui fais des idées tout précuites, que tu lui dis ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça marche, mais peut-être pas à 100%. Mhm. D'un point de vue éducatif, il faut faire naître un intérêt, un questionnement et une élaboration un peu personnelle. Donc ça veut dire les idées, il faut qu'il se les crée un petit peu par lui-même. On donne des exemples pour qu'il comprenne par lui-même et pas lui dire ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. C'est de l'éducation, hein, les profs, ils fonctionnent comme ça, du moins les bons profs, j'ai envie de dire. C'est faire naître un questionnement. Tu n'apprends pas quelque chose à quelqu'un en lui disant ça fonctionne comme ça. Tu apprends quelque chose à quelqu'un en lui faisant naître un intérêt et en lui faisant naître une réflexion. Et là, tu apprendras beaucoup plus vite. Et Parfait. donc moi, mes traitements, ils passent beaucoup plus là-dessus. C'est que du coup, tu fais naître un intérêt chez le patient pour qu'il comprenne par lui-même, qu'il avance par lui-même, dans la mesure du possible, et que du coup, ça sera beaucoup plus productif que lui dire, bon bah machin, votre L5, elle va mieux, merci, au revoir, à dans 2 mois. Tu vois, Mhm. je caricature le truc. En fait, Mais voilà, finalement, tu rends le patient proactif et responsable de son évidemment, corps. évidemment.
Et ça, c'est le grand problème de l'ostéopathie traditionnelle, c'est que le patient est très peu proactif. Dans les explications que tu vas lui donner, le débunkage un petit peu d'informations préconçues qu'il peut avoir, ses croyances, ses attentes, le suivi que tu peux lui donner. Par exemple, nous, en ostéo, on nous a enseigné que c'est toujours bien de revoir le patient 2, 3, 4, 6, 12, 47 fois après la consultation en lui disant il faut consolider le traitement. Ben, c'est pas du tout proactif. Hmm. Moi, les patients, je leur dis, et je fais tourner ça un peu sous l'humour, je leur dis pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, ça les fait un peu sourire. Mais oui, je leur dis, moi, je suis pas là pour vous revoir 50 fois. Une fois, oui, 2 fois, à la limite, et encore, c'est relativement rare. Quand on voit un patient une deuxième fois, c'est lui faire comprendre qu'il a les moyens, il a les clés aussi d'agir là-dessus, et que nous, on n'est qu'un petit truc, on n'est qu'une petite clé, on n'est qu'un petit tremplin juste pour les aider. Et voilà, c'est donner ces exemples pour que, d'un point de vue de ses attentes, bah, ça puisse mûrir au fond de lui, et pas que ce soit moi qui lui apporte toutes les réponses. Alors Ouais. après, par contre, il y a des patients qui ne fonctionnent pas comme ça, qui sont attentifs, qui attendent un traitement tout chaud et qui ne veulent rien faire. Mais là, du coup, le challenge, c'est peut-être essayer de les faire évoluer, sans les braquer, en s'adaptant à eux, évidemment. Mais les patients qui nous disent ah non, 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 vous me faites ça, vous me faites les massages, vous me faites les machins, les trucs, les bidules, et quand on leur dit ça serait bien de faire ça après, des petits exercices, des petits machins, et tout ce qui peut vous aider comme ça, pardon? Non, non. Ça, c'est un challenge Exactement. un petit peu plus important. D'où l'intérêt du. Il faut pas braquer le patient, mais d'où l'intérêt de peut-être venir le chahuter un petit peu dans le bon sens du terme et lui dire on avance ensemble, on est là pour vous, on travaille pour vous dans votre intérêt, mais en tout cas, vous n'avez pas de bassin déplacé. Cordialement. Génial. Sur ces bons mots, on va passer à la dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous Yes, donnes quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. s'écouter. Ça peut se résumer en un mot. Ouais, ouais, bah non, mais très bien. Ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que ça va donc du coup dans l'intérêt que tu peux faire naître dans le patient lui-même. Nous, on n'est pas là pour lui apporter toutes les solutions. Alors, tout dépend des prises en charge. On est d'accord que pour une chirurgie, le chirurgien, il va pas lui dire, alors vous allez vous opérer un peu vous-même hein, de cette façon. Non, non, pas du tout. Nous, si on prend nos métiers dans les douleurs fonctionnelles, dans les thérapies manuelles au sens large, c'est être proactif et c'est savoir s'écouter. Et moi, ce que je dis à tous mes patients, à tous les sportifs de manière générale, c'est savoir avoir conscience de tous les paramètres dans son corps, savoir optimiser sa proprioception, savoir optimiser tout ce que tu ressens au sein de toi, savoir s'écouter, savoir écouter un petit peu les autres pour que les autres aussi puissent te donner aussi un bon reflet de toi-même. C'est de la psychologie, c'est de la philosophie, c'est un petit mélange un petit peu de tout ça, mais c'est assez intéressant parce que du coup, toi, t'es pas à la place du patient, tu vas pas moi, demain, je vais pas aller faire ma séance à la place du patient. Nous, on est là pour donner les petits tips, donner les petits conseils, donner les clés, donner les astuces. Mais si on devait donner une proportion et qui est peut-être très arbitraire, moi, ce que j'estime apporter au patient, en toute humilité, peut-être que je n'apporte que 20% au patient. Ouais, bien sûr. Tu as un rôle, en Personnellement, je fait. pense pas. Mais c'est peut-être ces 20% qui sont intéressants pour pouvoir rebondir un peu plus, qui sont intéressants pour valider d'autres paliers et que lui, il puisse optimiser tout ça. Peut-être qu'on lui a apporté que 10%, mais qu'au fur et à mesure des semaines et de son raisonnement qu'il a eu, bah, ça aura, je dis n'importe quoi, hein, mais 60% d'effet et d'efficacité. Pourtant, tu lui as apporté que 10%. Ouais, non, mais Moi, je le vois de clairement. cette façon. Clairement, tu as un rôle d'accompagnant à un moment donné où le patient, le sportif, il a besoin de toi. Et toi, Bien tu sûr. viens un peu le réorienter dans la bonne direction, si je puis dire. Si on schématise comme ça, oui, bien sûr. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, un documentaire, enfin bref, une ressource à nous conseiller? En termes de podcast, j'aime bien Biomécanique Podcast ou Oesto et Sciences. C'est Ok. dans la réflexion, c'est assez intéressant. Moi, Biomécanique Podcast, que j'admire chez lui, je peux le dire, j'admire son travail parce que il y a des intervenants très différents avec des façons de penser très différentes, où du coup, tu as des oppositions un petit peu de savoir, de connaissances, d'explications. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est très bien de discuter entre personnes qui ont les mêmes façons de penser. Tu vois, nous, on a la même façon de penser. J'adore. C'est très bien. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de piquant quand tu discutes. Avec Enfin, piquant dans le bon quelqu'un, sens du terme, hein, avec quelqu'un qui n'a pas avec les mêmes des opinions. arguments que toi, parce Hmm. il y a du challenge, il y a de la réflexion. Et puis, toi, ça peut aussi t'apporter à toi. Et la pire chose à faire,
c'est de se braquer avec 2 personnes qui ont des opinions différentes et rester sur ses appuis, rester sur ses positions et ne pas changer d'idée et quoi que ce soit. J'ai pas énormément l'occasion de parler avec des personnes qui ont des avis différents que moi, un petit peu tous les mois, mais pas plus. Ça reste a assez rare. Mais quand je le fais, limite, je prends du plaisir parce qu'en fait, c'est cool, il y a de l'échange, il y a de la vie dedans, tu vois? Il y a du croquant et Bien sûr, ouais. si, dans ce podcast, j'aime bien alors après il y a des listes pas possibles et quand j'aurai un petit peu plus de temps là, je me suis fait une liste sur mon La calepin plateforme? où Ouais. tout ce que je veux écouter là en 2023. Je pense qu'il me faudra un petit peu plus d'une année, mais à la limite on en reparlera à ce moment-là. Mais non, mais voilà, s'il fallait rester, simple, efficace, biomécanique, sans OK, valider à 100. Et OK. si on peut en rajouter à la limite un 2e, c'est le podcast de Nassim. Là, on discute, qui est aussi vraiment super intéressant. Super intéressant. Yes. Tourné autour de la santé, tourné autour, de l'entrepreneuriat, tourné autour de la réflexion et c'est pas quelque chose où, des podcasts où on va te comme les consultations, comme les prises en charge qu'on évoquait, qui te pondent une idée et c'est plus pour faire, mûrir une petite réflexion, Ouais. un petit peu. Mais c'est important, je pense, comme tu le dis, de se confronter aux opinions qui sont divergentes des nôtres pour justement développer son esprit critique. Parce qu'en Bah, fait, clairement. sinon, tu restes dans tes croyances qui sont peut-être positives, mais qui sont peut-être complètement à côté de la plaque. Et c'est problématique, ouais, de remettre en cause ce qu'on sait, ce qu'on croit. C'est loin d'être évident, mais c'est un travail qui est assez intéressant, effectivement. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Moi, j'ai un idole dans le monde du sport et de manière générale. Tout le monde le connaît, c'est Karim Benzema. Et moi, j'ai grandi, à Lyon. Mhm. J'ai grandi devant les exploits de Karim et j'ai toujours été, je dirais pas, le premier fan, non, pas du tout. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais, de tout ce qu'il a pu, mettre en place de façon sportive, dans sa combativité, dans le travail qu'il met en place, dans tout ce qu'il peut un petit peu faire, même si, ça ressemble pas à ce que je fais moi dans mes façons de penser forcément. Voilà, depuis gosse, depuis tout petit, c'est une de mes références. Bah, en fait, c'est un sportif qui est dans la longévité, en fait. C'est ça que je C'est trouve ça. assez intéressant chez lui, C'est ça, où il a qui a été été très vraiment décrié, qui est crescendo. très Mm. oui, qui a été très décrié, très critiqué, mais quand tu regardes un petit peu, les bases et un petit peu l'intérieur de tout ce qui se fait, de tout ce qui se raconte, aujourd'hui en France, pour moi, c'est, une des références, d'un point de vue sportif. Parfait. En tout cas, je sais que ça parlera à beaucoup de sportifs, donc d'auditeurs. Puis c'est comme tu l'as dit, c'est un Lyonnais, donc Voilà, c'est un peu chauvin, mais c'est cool. c'est ça. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour aller un peu plus loin si on veut comprendre davantage ta réflexion et puis tout simplement pour échanger avec toi? Bah, déjà les réseaux sociaux, parce que c'est le premier endroit où on communique. Donc, galieg.ostéo, donc c'est mon nom de famille, point ostéo, dans un premier temps. Et puis après, s'il y a besoin, ouais, même pour aller au cabinet ou même s'il y a besoin même de se rencontrer en direct, parce que je sais que moi, dans mes objectifs, j'ai l'intention de m'ouvrir un petit peu plus sur des discussions, sur des, comment dire, dans des groupes d'ostéo, des groupes de parole, des associations ou autres pour ouvrir un petit peu toutes ces façons de penser. Ça fait partie de mes objectifs sur l'année à venir, ou du moins sur les années à venir. Donc peut-être là-dessus qu'on pourrait peut-être m'y retrouver. Et puis sur un de mon podcast, Parlons Santé, Yes. qui n'est pas peut-être pas très fourni, mais qui sera peut-être un petit peu étoffé dans les mois à venir, peut-être. Ouais, on espère. En tout cas, il a le mérite d'avoir 4 épisodes, il me semble, 4, 5 épisodes. C'est ça. Bah déjà, si vous voulez écouter tout ça, il y a plein de bonnes réflexions. Et puis, je trouve C'est ça. que le podcast, ceux qui écoutent mes podcasts en connaissent davantage que certains de mes potes sur moi. C'est-à-dire que J'entends. Ouais. ça permet tellement de s'ouvrir sur ses opinions, etc. Tu peux te rendre compte que parfois, tu as des relations avec des potes, etc., sur des loisirs en particulier, des schémas de pensée en particulier, mais avec Bien qui tu sûr. vas pas forcément échanger sur toutes tes Petite notion. croyances, sur toutes tes opinions. Et au Mhm. final, ben, ils ne te connaissent pas forcément aussi bien que ça.
sur le podcast, tu viens échanger avec des personnes qui ont des schémas de croyances identiques ou à distance des tiens. Et ça Mhm. permet d'ouvrir le débat. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet d'aller en profondeur. C'est ça, mais je te Qu'est-ce qui- rejoins, hein. Peut-être, moi, je pense que j'ai des potes qui me connaissent peut-être moins bien que certaines personnes sur les réseaux. Enfin, Ouais, c'est pas les mêmes aspects qui sont mis en avant, ouais, mais bien sûr, bien sûr. sur la réflexion, bien sûr. Je vais pas Ouais. en soirée avec des potes parler de ce qu'on de ce qu'on a évoqué, euh, peut-être avec certains potes ostéo, mais voilà, on va dire qu'une grande partie, peut-être pas. La dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Karim? Mais attends, mais t'es pas le premier à m'avoir dit ça. Bon, c'est Luca Deodato, qui est le quatrième podcast que j'ai sorti Ouais, hier, qui me parle justement de Karim. Karim Benzema. Faut voir les choses en grand, faut voir les choses. Voilà, faut rêver un peu, faut Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est jamais dire jamais. exactement. En tout cas, ça pourrait être intéressant d'échanger sur son parcours. Lui, bah, c'est comme je le disais tout à l'heure, il a une carrière qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, il a 35 ans, si je dis pas de bêtises. Il a Oui, été Ballon d'Or assez tardivement, mais ça montre finalement ça veut l'importance reflète tout, ça de veut la tout dire, quoi. longévité. Et c'est que sûrement, il a mis en place des choses qu'il ne mettait pas forcément en place quand il était plus jeune. Et Évidemment. ça me paraît vraiment pertinent. Baptiste, je te laisse le mot de la fin. Merci déjà de m'avoir invité. Merci pour cette discussion. Merci pour cet échange. C'est intéressant, c'est enrichissant. On confronte des idées parce que enfin, là, on est sur la même longueur d'onde sur plein d'aspects. Donc, c'est intéressant. Et pour ensuite pour en parler aux gens autour de nous, c'est d'autant plus enrichissant. Et puis, de toute façon, on va être encore amené à se revoir. Donc, merci. Exactement. Merci beaucoup, Baptiste, pour ton partage. Et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et sur ta plateforme de podcast préférée. Va checker ce que fait Baptiste sur les réseaux sociaux. Il est très, très actif. Tu retrouveras tout ça, bien évidemment, en lien dans la description. Si tu as kiffé le podcast, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et un meilleur référencement du podcast. Ça nous permet d'avoir de superbes invités comme Baptiste. On est d'ailleurs bravo de la semaine sur la plateforme No Minutes pour le podcast numéro 3 sur la nutrition du sportif avec Gladys. C'est une super récompense et c'est grâce à vous. Un grand merci. On se retrouve mercredi prochain à 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force.